pensa qu'il devrait maintenant lire des ouvrages plus volumineux. Il mettrait ainsi plus de temps à les finir, et ce seraient des oreillers plus confortables pour la nuit. Il faisait encore sombre quand il s'éveilla. Il regarda au-dessus de lui et vit scintiller les étoiles au travers du toit à moitié effondré. J'aurais bien aimé dormir un peu plus longtemps, pensa-t-il. Il avait fait le même rêve que la semaine précédente et, de nouveau, s'était réveillé avant la fin. Il se leva et but une gorgée de vin. Puis il saisit sa houlette et se mit à réveiller les brebis qui dormaient encore. Il avait remarqué que la plupart des bêtes sortaient du sommeil sitôt que lui-même reprenait conscience, comme si quelque mystérieuse énergie eût uni sa vie à celle de ces moutons qui, depuis 2 ans, parcouraient le pays avec lui, en quête de nourriture et d'eau. Ils se sont si bien habitués à moi qu'ils connaissent mes horaires, se dit-il à voix basse. Puis, après un instant de réflexion, il pensa que ce pouvait aussi bien être l'inverse. C'était lui qui s'était habitué aux horaires des animaux. Il y avait cependant des brebis qui tardaient un peu plus à se réveiller. Il les réveilla une à une avec son bâton, en appelant chacune d'elles par son nom. Il avait toujours été persuadé que les brebis étaient capables de comprendre ce qu'il disait. Aussi, leur lisait-il parfois certains passages des livres qu'il avait marqués, ou bien il leur parlait de la solitude ou de la joie de vivre d'un berger dans la campagne. Commentait les dernières nouveautés qu'il avait vues dans les villes par où il avait l'habitude de passer. Depuis l'avant-veille, pourtant, il n'avait pratiquement pas eu d'autre sujet de conversation que cette fille qui habitait la ville où il allait arriver 4 jours plus tard. C'était la fille d'un commerçant. Il n'était venu là qu'une fois, l'année précédente. Le commerçant possédait un magasin de tissus et il aimait voir tondre les brebis sous ses yeux pour éviter toute tromperie sur la marchandise. Un ami lui avait indiqué le magasin et le berger y avait amené son troupeau. « J'ai besoin de vendre un peu de laine, dit-il au commerçant. » La boutique était pleine et le commerçant demanda au berger d'attendre jusqu'au début de soirée. Celui-ci alla donc s'asseoir sur le trottoir du magasin et tira un livre de sa besace. « Je ne savais pas que les bergers pouvaient lire des livres, » dit une voix de femme à côté de lui. C'était une jeune fille qui avait le type même de la région d'Andalousie, avec ses longs cheveux noirs et des yeux qui rappelaient vaguement les anciens conquérants maures. « C'est que les brebis enseignent plus de choses que les livres, » répondit le jeune berger. Ils restèrent à bavarder plus de 2 heures durant. Elle dit qu'elle était la fille du commerçant et parla de la vie au village, où chaque jour était semblable au précédent. Le berger raconta la campagne d'Andalousie, les dernières nouveautés qu'il avait vues dans les villes où il était passé. Il était heureux de n'être pas obligé de toujours converser avec ses brebis. « Comment avez-vous appris à lire ?» vint à demander la jeune fille. « Comme tout le monde, répondit-il, à l'école. »« Mais alors, si vous savez lire, pourquoi n'êtes-vous donc qu'un berger ?» Le jeune homme se déroba pour n'avoir pas à répondre à cette question. Il était bien sûr que la jeune fille ne pourrait pas comprendre.
une sorte de colère à l'encontre de ses brebis, ses amis toujours fidèles. Il but un peu de vin qui lui restait du souper de la veille et serra son manteau contre son corps. Il savait que dans quelques heures, avec le soleil à pic, il allait faire si chaud qu'il ne pourrait plus mener son troupeau à travers la campagne. À cette heure-là, en été, toute l'Espagne dormait. La chaleur durait jusqu'à la nuit, et pendant tout ce temps, il lui faudrait transporter son manteau avec lui. Malgré tout, quand il avait envie de se plaindre de cette charge, il se souvenait que, grâce à cette charge précisément, il n'avait pas ressenti le froid du petit matin. Nous devons toujours être prêts à affronter les surprises du temps, songea-t-il alors, et il acceptait avec gratitude le poids de son manteau. Celui-ci avait donc sa raison d'être, comme le jeune homme lui-même. Au bout de 2 années passées à parcourir les plaines d'Andalousie, il connaissait par cœur toutes les villes de la région, et c'était là ce qui donnait un sens à sa vie. Voyager. Il avait l'intention, cette fois-ci, d'exprimer à la jeune fille pourquoi un simple berger peut savoir lire. Jusqu'à l'âge de 16 ans, il avait fréquenté le séminaire. Ses parents auraient voulu faire de lui un prêtre, motif de fierté pour une humble famille paysanne qui travaillait tout juste pour la nourriture et l'eau, comme ses moutons. Il avait étudié le latin, l'espagnol et la théologie, mais depuis sa petite enfance, il rêvait de connaître le monde, et c'était là quelque chose de bien plus important que de connaître Dieu et les péchés des hommes. Un beau soir, en allant voir sa famille, il s'était armé de courage et avait dit à son père qu'il ne voulait pas être curé. Il voulait voyager. Des hommes venus du monde entier sont déjà passés par ce village, mon fils. Ils viennent ici chercher des choses nouvelles, mais il reste toujours les mêmes hommes. Ils vont jusqu'à la colline pour visiter le château et trouvent que le passé valait mieux que le présent. Ils ont des cheveux clairs ou le teint foncé, mais sont semblables aux hommes de notre village. Mais moi, je ne connais pas les châteaux des pays d'où viennent ces hommes, répliqua le jeune homme. Ces hommes, quand ils voient nos champs et nos femmes, disent qu'ils aimeraient vivre ici pour toujours, poursuivit le père. Je veux connaître les femmes et les terres d'où ils viennent, dit alors le fils, car eux ne restent jamais parmi nous. Mais ces hommes ont de l'argent plein les poches, dit encore le père. Chez nous, seuls les bergers peuvent voir du pays. Alors je serai berger. Le père n'ajouta rien de plus. Le lendemain, il donna à son fils une bourse qui contenait 3 vieilles pièces d'or espagnoles. Je les ai trouvées un jour dans un champ. Dans mon idée, elles devaient aller à l'église à l'occasion de ton ordination. Achète-toi un troupeau et va courir le monde jusqu'au jour où tu apprendras que notre château est le plus digne d'intérêt et que nos femmes sont les plus belles. Il lui donna sa bénédiction. Le garçon, dans
d'autres femmes en tête depuis que j'ai rencontré la fille de ce commerçant. Il regarda le ciel. D'après ses calculs, il serait à Tarifa avant l'heure du déjeuner. Là, il pourra échanger son livre contre un plus gros volume, remplir sa bouteille de vin, se faire raser et couper les cheveux. Il devait être fin prêt pour retrouver la jeune fille. Et il ne voulait même pas envisager l'éventualité qu'un autre berger fût arrivé avant lui, avec davantage de moutons, pour demander sa main. C'est justement la possibilité de réaliser un rêve qui rend la vie intéressante, songea-t-il, en levant à nouveau son regard vers le ciel, tout en pressant le pas. Il venait de se rappeler qu'il y avait à Tarifa une vieille dame qui savait interpréter les rêves. Et cette nuit-là, il avait eu le même rêve qu'il avait déjà fait une fois. La vieille conduisit le jeune homme au fond de la maison, dans une pièce séparée de la salle par un rideau en plastique multicolore. Il y avait là une table, une image du Sacré-Cœur de Jésus et 2 chaises. La vieille s'assit et le pria d'en faire autant. Puis elle prit entre ses mains celle du garçon et se mit à prier tout bas. Cela ressemblait à une prière gitane. Il avait déjà croisé bien des gitans sur son chemin. Ces gens-là voyageaient eux aussi, mais ils ne s'occupaient pas de moutons. Le bruit courait qu'un gitan, c'était quelqu'un qui passait son temps à tromper le monde. On disait aussi qu'ils avaient un pacte avec le démon, qu'ils enlevaient des enfants pour faire d'eux leurs esclaves dans leur mystérieux campement. Quand il était tout petit, le jeune berger avait toujours été terrifié à l'idée d'être enlevé par les gitans, et cette peur d'autrefois lui revint tandis que la vieille lui tenait les mains. Mais il y a ici une image du Sacré-Cœur de Jésus, pensa-t-il, en essayant de se rassurer. Il ne voulait pas que sa main se mît à trembler et que la vieille s'aperçût de sa frayeur. En silence, il répéta le Notre Père. Intéressant, dit la vieille, sans quitter des yeux la main du garçon. Et à nouveau, elle se tut. Celui-ci se sentait de plus en plus nerveux. Ses mains se mirent à trembler malgré lui, et la vieille le remarqua. Il les retira très vite. « Je ne suis pas venu ici pour les lignes de la main, dit-il, regrettant maintenant d'être entré dans cette maison. Un instant, il pensa qu'il ferait mieux de payer la consultation et de s'en aller sans rien savoir. Il accordait sans doute trop d'importance à un rêve qui s'était répété. « Tu es venu m'interroger sur les songes, dit alors la vieille. Et les songes sont le langage de Dieu. Quand Dieu parle le langage du monde, je peux en faire l'interprétation. Mais s'il parle le langage de ton âme, alors il n'y a que toi qui puisses comprendre. De toute façon, il va falloir me payer la consultation. » Encore une astuce, pensa le jeune homme. Malgré tout, il décida de prendre le risque. Un berger est toujours exposé au danger des loups et de la sécheresse, et c'est bien ce qui rend plus excitant le métier de berger. J'ai fait 2 fois de suite le même rêve, dit-il. Je me trouvais avec mes brebis sur un pâturage, et voilà qu'apparaît un enfant qui se met à jouer avec les bêtes. Je n'aime pas qu'on vienne s'amuser avec mes brebis. Elles ont un peu peur des gens qu'elles ne connaissent pas. Mais les enfants, eux, arrivent toujours à s'amuser avec elles sans qu'elles prennent peur. J'ignore pourquoi. Je ne sais pas comment les animaux peuvent savoir l'âge des êtres humains.
les gitans sont bêtes. Eh bien, comment interprétez-vous ce rêve? Demanda le jeune homme. Avant, il faut jurer. Jure-moi que tu me donneras la 10e partie de ton trésor en échange de ce que je te dirai. Il jura. La vieille lui demanda de répéter le serment avec les yeux fixés sur l'image du Sacré-Cœur de Jésus. C'est un songe de langage du monde, dit-elle alors. Je peux l'interpréter, mais c'est une interprétation difficile. Il me semble donc que je mérite bien ma part sur ce que tu trouveras. L'interprétation est celle-ci. Tu dois aller jusqu'aux pyramides d'Égypte. Je n'en avais jamais entendu parler, mais si c'est un enfant qui te les a montrées, c'est qu'elles existent en effet. Là-bas, tu trouveras un trésor qui fera de toi un homme riche. Le jeune homme fut d'abord surpris, puis irrité. Il n'avait pas besoin de venir trouver cette bonne femme pour si peu, mais en fin de compte, il se rappela qu'il n'avait rien payé. Si c'était pour ça, je n'avais pas besoin de perdre mon temps, dit-il. Tu vois, je t'avais bien dit que ton rêve était difficile à interpréter. Les choses simples sont les plus extraordinaires, et seuls les savants parviennent à les voir. Comme je n'en suis pas une, il faut bien que je connaisse d'autres arts. Lire dans les mains, par exemple. Et comment vais-je faire pour aller jusqu'en Égypte? Je ne fais qu'interpréter les songes. Il n'est pas de mon pouvoir de les transformer en réalité. C'est pour cette raison que je dois vivre de ce que me donnent mes filles. Et si je n'arrive pas jusqu'en Égypte, eh bien, je ne serai pas payée. Ce ne sera pas la première fois. Et la vieille n'ajouta rien. Elle demanda au jeune homme de s'en aller, car il lui avait déjà fait perdre beaucoup de temps. Le berger s'en alla, déçu, et bien décidé à ne plus jamais croire aux songes. Il se rappela qu'il avait diverses choses à faire. Il alla donc chercher de quoi manger, et changea son livre contre un autre, plus gros, et s'en fut s'asseoir sur un banc de la place pour goûter à loisir le vin nouveau qu'il avait acheté. C'était une journée chaude, et le vin, par un de ces mystères insondables comme il y en a, parvenait à le rafraîchir un peu. Ces moutons se trouvaient à l'entrée de la ville, dans l'étable d'un nouvel ami qu'il s'était fait. Il connaissait beaucoup de monde dans ces parages, et c'était bien pourquoi il aimait tant voyager. On arrive toujours à se faire des nouveaux amis, sans avoir besoin de rester avec eux jour après jour. Lorsqu'on voit toujours les mêmes personnes, comme c'était le cas au séminaire, on en vient à considérer qu'elles font partie de notre vie. Et alors, puisqu'elles font partie de notre vie, elles finissent par vouloir transformer notre vie. Et si nous ne sommes pas telles qu'elles souhaiteraient nous voir, les voilà mécontentes, car tout le monde croit savoir
gens allaient et venaient et paraissaient fort affairés. Et comment est-ce, Salem? Demanda-t-il enfin, cherchant un indice quelconque. Comme toujours, depuis toujours. Ce n'était pas vraiment un indice. Du moins savait-il que Salem n'était pas en Andalousie, sinon il aurait connu cette ville. Et qu'est-ce que vous faites à Salem? Ce que je fais à Salem. Pour la première fois, le vieillard éclata d'un grand rire. Mais je suis le roi de Salem, quelle question! Les gens disent de bien drôles de choses. Quelquefois, il vaut mieux vivre avec les brebis qui sont muettes et se contentent de chercher de la nourriture et de l'eau, ou alors avec les livres qui racontent des histoires incroyables quand on a envie d'en entendre. Mais quand on parle avec les gens, ceux-ci vous disent certaines choses qui font qu'on reste sans savoir comment poursuivre la conversation. Je m'appelle Melchisédek, dit le vieil homme. Combien as-tu de moutons? Ce qu'il faut, répondit le berger. Le vieux voulait en savoir un peu trop sur sa vie. Alors nous avons un problème. Je ne peux pas t'aider tant que tu penses avoir ce qu'il te faut de moutons. Le garçon commença à éprouver un certain agacement. Il ne demandait aucune aide. C'était le vieux qui lui avait demandé du vin, qui avait voulu bavarder et qui s'était intéressé à son livre. « Rendez-moi ce livre, dit-il. Il faut que j'aille chercher mes moutons et que je continue ma route. »« Donne-moi 1 sur 10, dit le vieillard, et je t'apprendrai comment faire pour parvenir jusqu'au trésor caché. » Le jeune homme se ressouvint alors de son rêve, et soudain tout devint clair. La vieille ne lui avait rien fait payer, mais ce vieux, qui était sûrement son mari, allait réussir à lui soutirer bien davantage en échange d'un renseignement qui ne correspondait à aucune réalité. Ce devait être un gitan lui aussi. Cependant, avant même qu'il n'eût dit le moindre mot, le vieil homme se baissa, ramassa une brindille et se mit à écrire sur le sable de la place. Au moment où il se baissa, quelque chose sur sa poitrine brilla avec une telle intensité que le jeune homme en fut presque aveuglé. Mais d'un geste étonnamment rapide pour un homme de son âge, il s'empressa de refermer le manteau sur son torse. Les yeux du garçon cessèrent d'être éblouis et il put voir distinctement que le vieil homme était en train d'écrire. Sur le sable de la place principale de la petite ville, il lut le nom de son père et celui de sa mère. Il lut l'histoire de sa vie jusqu'à cet instant, les jeux de son enfance, les nuits froides du séminaire. Il lut des choses qu'il n'avait jamais racontées à personne, comme cette fois où il avait dérobé l'arme de son père pour aller chasser des chevreuils, ou sa première expérience sexuelle solitaire. « Je suis le roi de Salem, » avait dit le vieillard. « Pourquoi un roi bavarde-t-il avec un berger ?» demanda le jeune homme, gêné et plongé dans le plus grand étonnement. « Il y a
a seulement envie de voyager ou bien d'épouser la fille d'un négociant en tissu, ou de chercher un trésor. L'âme du monde se nourrit du bonheur des gens, ou de leur malheur, de leur envie, de la jalousie. Accomplir sa légende personnelle est la seule et unique obligation des hommes. Tout n'est qu'une seule chose. Et quand tu veux quelque chose, tout l'univers conspire à te permettre de réaliser ton désir. Ils gardèrent le silence pendant un moment, à observer la place et les passants. Le vieux fut le premier à reprendre la parole. « Pourquoi gardes-tu des moutons ? » »« Parce que j'aime voyager. » Il montra un marchand de pop-corn avec sa carriole rouge dans un coin de la place. Cet homme aussi a toujours voulu voyager quand il était enfant, mais il a préféré acheter une petite carriole pour vendre du pop-corn, amasser de l'argent durant des années. Quand il sera vieux, il ira passer un mois en Afrique. Il n'a jamais compris qu'on a toujours la possibilité de faire ce que l'on rêve. Il aurait dû choisir d'être berger, pensa le jeune homme à haute voix. Il y a bien pensé, dit le vieillard. Mais les marchands de pop-corn sont de plus grands personnages que les bergers. Les marchands de pop-corn ont un toit à eux, tandis que les bergers dorment à la belle étoile. Les gens préfèrent marier leurs filles à des marchands de pop-corn plutôt qu'à des bergers. Le jeune homme sentit un passement au cœur en pensant à la fille du commerçant. Dans la ville où elle vivait, il y avait sûrement un marchand de pop-corn. Pour finir, ce que les gens pensent des marchands de pop-corn et des bergers devient plus important pour eux que la légende personnelle. Le vieillard feuilleta le livre, s'amusa à en lire une page. Le berger attendit un peu et l'interrompit de la même façon qu'il avait été interrompu par lui. « Pourquoi me dites-vous ces choses ? » ?»« Parce que tu essayes de vivre ta légende personnelle et que tu es sur le point d'y renoncer. Et vous apparaissez toujours dans ces moments-là. Pas toujours sous cette forme. Mais je n'y ai jamais manqué. Parfois, j'apparais sous la forme d'une bonne idée, d'une façon de se sortir d'affaire. D'autres fois, à un instant crucial, je fais en sorte que les choses deviennent plus faciles, et ainsi de suite. Mais la plupart des gens ne remarquent rien. Il raconta que la semaine précédente, il avait été obligé d'apparaître à un prospecteur sous la forme d'une pierre. L'homme avait tout abandonné pour partir à la recherche d'émeraudes. 5 années durant, il avait travaillé le long d'une rivière et avait cassé 999 999 pierres pour tenter de trouver une émeraude. À ce moment-là, il pensa renoncer, et il ne manquait alors qu'une pierre, une seule pierre pour qu'il découvrît son émeraude. Comme c'était un homme qui avait misé sur sa légende personnelle, le vieillard décida d'intervenir. Il se métamorphosa en une pierre qui roula au pied du prospecteur. Sous le coup de la colère, celui-ci, se sentant frustré par les 5 années perdues, lança cette pierre au loin, mais il la jeta avec une telle violence qu'elle alla frapper une autre pierre qui se brisa et révéla la plus belle émeraude du monde. Les gens apprennent très tôt leur raison de vivre, dit le vieillard, avec dans les yeux une certaine amertume. C'est peut-être pour cette
Les gitans sont malins, soupira le vieux. De toute façon, il est bon pour toi d'apprendre que dans la vie, tout a un prix. C'est là ce que les guerriers de la lumière tentent d'enseigner. Il rendit son livre au jeune homme. Demain, à cette même heure, tu m'amèneras 1/10 de ton troupeau. Je t'indiquerai comment réussir à trouver le trésor caché. Allez, bonsoir. Et il disparut par l'un des angles de la place. Le jeune homme essaya de reprendre sa lecture, mais n'arriva plus à se concentrer. Il était excité, tendu, car il savait que le vieillard disait vrai. Il allait trouver le marchand ambulant et lui acheta un sac de pop-corn, tout en se demandant s'il devait ou non lui raconter ce qu'avait dit le vieil homme. Il vaut parfois mieux laisser les choses comme elles sont, pensa-t-il, et il ne dit rien. S'il avait parlé, le marchand aurait passé 3 jours à réfléchir pour savoir s'il allait tout laisser là. Mais il était déjà bien